Bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui porte sur les transformations physiques ou chimiques accompagnant une activité sportive. Comme lors de la première capsule vidéo, vous pourrez prendre en note les informations qui vous sembleront utiles pour la suite du cours de chimie. À la fin de cette capsule vidéo, un questionnaire vous sera proposé pour vérifier votre compréhension. Cette vidéo est divisée en trois parties. Dans la première partie, nous verrons qu'est-ce qu'un système chimique et comment le définir. Dans la deuxième partie, nous parlerons de réactions chimiques et nous verrons à quoi sert une équation chimique. Et enfin, dans la dernière partie, nous verrons quels sont les effets thermiques qui accompagnent une transformation, que celle-ci soit physique ou chimique. Dans cette première partie, avant de parler de système chimique, il est important de savoir ce qu'est une transformation. Il en existe deux sortes, les transformations chimiques et les transformations physiques. Dans une transformation chimique, des espèces chimiques disparaissent et d'autres espèces chimiques apparaissent. Par exemple, si vous faites brûler du charbon dans le dioxygène, les atomes de carbone et les molécules de dioxygène disparaissent pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Il y a un réagencement des molécules et on observe la conservation des éléments chimiques. Lors d'une transformation physique, c'est différent. Il y a conservation des molécules et de leur structure, mais une modification des interactions entre celles-ci. Cela veut dire que, par exemple, on passe de l'eau gazeuse à l'eau liquide. On a de l'eau, des molécules d'eau avant la transformation et on a des molécules d'eau après la transformation. Cependant, avant elles sont gazeuses, après l'état physique de l'eau est liquide. Parlons maintenant d'un système chimique. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques. Pour pouvoir le décrire, il est nécessaire de préciser la nature des espèces chimiques, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est du cuivre. Il faut aussi préciser la quantité de ces espèces, c'est-à-dire le nombre de moles présents dans le système. Il faut préciser l'état physique des différentes espèces chimiques. Est-ce que celles-ci sont solides, gazeuses, liquides ou en solution aqueuse? Et enfin, il faut préciser la température T et la pression P du système. La nature et les caractéristiques des espèces chimiques constituant un système ne sont pas nécessairement fixes, elles peuvent évoluer. L'état du système avant toute évolution constitue l'état initial. Lorsque toute évolution a cessé, on aura l'état final. Lorsque l'évolution du système chimique s'accompagne de l'apparition de nouvelles espèces, le passage de l'état initial à l'état final est une transformation chimique. Si toutefois on passait d'un état initial à un état final où on observerait les mêmes espèces chimiques, on aurait une transformation physique. Passons maintenant à la deuxième partie, qu'est-ce qu'une équation chimique? Pour cela, nous allons utiliser un premier exemple, qui est la combustion complète du méthane dans le dioxygène de l'air. Lors de cette combustion, on peut décrire l'état initial de la façon suivante. Celui-ci est composé de méthane, de dioxygène et de diazote. Le méthane est l'espèce que l'on fait brûler lors de la combustion, le dioxygène et le diazote sont présents dans l'air. La température initiale et la pression initiale de ce système sont notées TI et PI. L'ensemble des espèces chimiques présentes là s'appelle donc les réactifs. Ce sont ceux qui sont consommés lors d'une réaction chimique. Lors de l'état final, le système se compose de dioxyde de carbone, d'eau, de dioxygène et de diazote. Le dioxygène et le diazote sont des composants de l'air, ils sont toujours présents dans le système même après la transformation. Cependant, il apparaît deux nouvelles espèces qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Ces deux espèces sont les produits de la transformation chimique. Cette fois-ci, vous notez que la température et la pression sont notées TF et PF, ce sont les températures et pressions de l'état final. Elles ne sont pas nécessairement identiques à celles de l'état initial. Le passage des réactifs au produit, lui, s'appelle une réaction chimique. Pour indiquer dans quelle proportion les réactifs sont consommés et les produits formés, on écrit symboliquement la réaction chimique à l'aide d'une équation chimique. Celle-ci doit traduire la conservation des éléments et des charges, c'est-à-dire que dans la partie réactifs qui sont placés à gauche d'une flèche, on doit avoir le même nombre d'éléments que dans la partie produit placée à droite de la flèche. La flèche ici traduit le sens d'évolution du système chimique. Lorsqu'on regarde l'équation chimique sur ce diapositive, on observe qu'il n'y a pas conservation des éléments.
Si vous regardez par exemple l'élément hydrogène, dans la molécule de méthane CH4, il y a 4 hydrogènes. Cependant, dans la molécule d'eau, il n'y en a que 2. Il n'y a donc pas conservation des éléments. Dans cet exemple, on ne se posera pas la question des charges car les molécules ne sont pas chargées. Il peut arriver que certaines molécules soient chargées. Dans ce cas, il faudra aussi veiller à ce que l'équation traduise une conservation des charges. Il nous faut donc équilibrer notre équation chimique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de part et d'autre de la flèche le même nombre d'éléments chimiques. Pour cela, on va commencer par le carbone. On remarque que dans la partie réactive, à gauche de la flèche, il y a un atome de carbone présent dans la molécule de méthane. Dans la partie produit, il y a un atome de carbone présent dans la molécule de dioxyde de carbone. Notre équation est équilibrée en éléments carbone. Passons maintenant à l'hydrogène. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a 4 hydrogènes venant du méthane dans le partie réactif. Et dans la partie produit, il n'y a que 2 hydrogènes qui viennent de la molécule d'eau. Il manque donc 2 hydrogènes dans la partie produit. Pour cela, on rajoute un chiffre 2 devant la molécule et on obtient bien 4 atomes d'hydrogène. On fait la même chose cette fois-ci avec l'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène côté réactif et cette fois-ci il y a 4 atomes d'oxygène côté produit. 2 venant de la molécule de dioxyde de carbone et 2 venant de 2 molécules d'eau. Il faut donc rajouter un chiffre 2 devant la molécule de dioxygène des réactifs pour avoir de part et d'autre de la flèche 4 atomes d'oxygène. Cette fois-ci, on peut dire que notre équation chimique est équilibrée. Il y a autant de carbone, d'hydrogène et d'oxygène du côté des réactifs que du côté des produits. Les nombres que nous avons rajoutés sont des nombres stoichiométriques. Ils sont là pour parler de la proportion des différentes espèces chimiques qui interviennent dans la réaction. Par exemple, ici on peut dire qu'une molécule de méthane CH4, sous forme gazeuse, réagit avec 2 molécules de dioxygène sous forme gazeuse pour former une molécule de dioxyde de carbone gazeux et 2 molécules d'eau gazeuse. Vous remarquerez que le diazote présent à l'état initial et à l'état final n'a pas réagi. Il était bien présent dans le système car c'est un constituant majoritaire de l'air, cependant il n'intervient pas dans l'équation de la réaction. On dira que cette espèce est une espèce spectatrice. Prenons maintenant un deuxième exemple pour observer la conservation des charges dans une équation chimique. L'exemple est l'action de l'acide chlorhydrique H plus Aq plus Cl Aq sur le métal fer Fe. Lors de cette transformation chimique, l'état initial est composé d'ions H+, Cl- ainsi que de métal fer Fe. La température et la pression sont notées TI et PI. L'état final, lui, se compose toujours de H+, et de Cl- en solution aqueuse. Cependant, il s'est formé des ions fer 2, Fe2+, Aq, et du dihydrogène H2 gazeux. La température et la pression sont notées TF et PF. On peut donc noter l'équation chimique suivante. H plus Aq plus Fe solide, qui sont les réactifs, donne du dihydrogène plus des ions fer 2, qui sont ici les produits. Cependant, on observe qu'ici l'équation n'est pas équilibrée. Par exemple, côté réactif, il y a un seul atome d'hydrogène alors qu'il y en a 2 côté produit. Il faut donc équilibrer l'équation. On va pour cela commencer par le fer. On observe qu'il y a un atome de fer dans les réactifs, présent dans le fer métallique, et un atome de fer dans les produits, qui viennent des ions fer 2. L'équation est équilibrée en fer. Si on regarde maintenant les hydrogènes, on peut voir qu'il y a un hydrogène dans la partie réactive et 2 hydrogènes venant du dihydrogène dans la partie produit. Il faut donc rajouter un nombre stoichiométrique de 2 devant l'hydrogène H+. Une fois le 2 rajouté, on observe qu'il y a donc 2 atomes d'hydrogène dans la partie réactive et 2 atomes d'hydrogène dans la partie produit. L'équation est équilibrée en hydrogène. Il nous faut donc maintenant regarder les charges. Dans la partie réactive, nous avons rajouté un nombre stoichiométrique égal à 2 devant les ions H+.
Il y a donc, dans la partie réactif, une charge totale égale à plus 2. Dans la partie produit, la seule espèce chargée est l'ion Fer2, Fe2+. Elle comporte 2 charges plus. La charge globale des réactifs est donc de plus 2. L'équation est équilibrée en charge. Parlons maintenant des effets thermiques qui accompagnent une transformation. Commençons par les transformations chimiques. Lorsque les molécules de réactifs disparaissent, des liaisons entre atomes sont rompues, ce qui absorbe de l'énergie. En revanche, lorsque des molécules de produits apparaissent, des liaisons se forment, ce qui dégage de l'énergie. L'effet thermique qui accompagne une réaction chimique est donc le bilan de ces échanges d'énergie. La transformation chimique peut donc être exothermique lorsque ce bilan est positif, c'est-à-dire lorsque le système cède de l'énergie thermique. La transformation chimique peut être athermique lorsque ce bilan est nul et qu'il n'y a aucun effet thermique. Et enfin, les transformations chimiques peuvent être endothermiques, c'est-à-dire que le bilan est négatif, donc le système absorbe de l'énergie thermique. Les effets thermiques qui accompagnent ce type de réaction chimique ont de nombreuses applications domestiques et industrielles. Par exemple, regardons le fonctionnement d'un muscle. Lors du fonctionnement du muscle, le dioxygène réagit avec le glucose, qui est en solution aqueuse, pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est une réaction exothermique. Une petite remarque, l'équation affichée ici n'est pas équilibrée. Entraînez-vous à essayer de l'équilibrer chez vous. Parlons maintenant des transformations physiques. Comme vous avez vu au collège, la matière peut avoir différents états. Elle peut être gazeuse, solide ou liquide. Les changements d'état de corps donc, ont été vus au collège. Par exemple, le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et la transformation inverse s'appelle la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation et l'état inverse s'appelle la liquéfaction. Et enfin, le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation et la transformation inverse s'appelle la sublimation. Ces différentes transformations physiques n'affectent pas la structure des molécules, mais seulement les interactions entre les molécules, ce qu'on appelle liaison intermoléculaire. Le passage d'un état très condensé, par exemple l'état solide, à un état moins condensé comme l'état liquide, puis à un état dispersé, l'état gazeux, nécessite de rompre certaines de ces liaisons intermoléculaires. Du coup, des effets thermiques apparaissent. Les transformations de sublimation, vaporisation et fusion sont des transformations endothermiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent de l'énergie thermique. Les transformations condensation, liquéfaction et solidification, elles, dégagent de l'énergie, ce sont des transformations exothermiques. Prenons un exemple dans le sport. Lors d'un effort physique, la sueur, en s'évaporant, absorbe une partie de la chaleur produite par le corps et donc lui permet d'abaisser sa température. Voilà pour cette deuxième capsule vidéo. Vous pouvez maintenant répondre au questionnaire qui vous est proposé dans le lien en dessous de cette vidéo.